Voilà ce que je tenais à dire en premier lieu. Deux autres éléments, c'est que cette conférence intervient pour dire que la justice algérienne est malade dans un environnement maintenant qui dure depuis 2 ans, où on s'en sert de l'appareil judiciaire comme un outil, comme un instrument de répression, voire même de régulation de la chose publique, là où les politiques ont échoué. Depuis 2 ans, notamment depuis le Hirak du 22 février, la justice a été outrancièrement instrumentalisée, domestiquée pour mettre au pas la société. Et ça continue. Second élément, et c'est dramatique, cette semaine, on en a vu 2 éléments qui, tout un chacun, est resté consterné. 2 éléments où la matrice idéologique arabo-islamique est revenue en force. C'est on vient de voir, ça fait 3 jours, jeudi passé, la condamnation du penseur, du libre penseur, d'un islamologue qui est chercheur libre et indépendant, pour avoir exprimé ses idées. Donc nous sommes à l'ère de l'inquisition. C'est que non, c'est pas contenté d'en faire de l'appareil judiciaire un moyen de régulation sociale, c'est-à-dire un moyen de répression pour faire taire la société, mais maintenant on s'attaque, à l'instar d'ailleurs de ce qui se passe, et c'est très dangereux comme dérive, de ce qui s'est passé en Égypte. Mais l'Égypte, au moins les textes sont clairs. Depuis ce qu'on appelle, ou ce que les économistes appellent l'infitah d'Anwar Sadat dans les années 80, où on s'est attaqué à tous les penseurs, à toute l'intelligence égyptienne, par le biais de la justice, pour les faire corrompre et les faire domestiquer, sinon les faire taire définitivement. Et c'est très dangereux. On en a un cas révélateur de la tragédie égyptienne, c'est le penseur et l'économiste. Donc, un débat qu'il avait mené avec un certain Razali, donc les Algériens connaissent, puisqu'il avait même interdit, il avait dénoncé l'enterrement de Khatib Yassine, qui a été apporté en Algérie, alors que Khatib Yassine, c'était non seulement un écrivain anticolonialiste brillant, mais c'était un anticolonialiste. C'est un patriote qui avait servi son pays depuis sa prime jeunesse, j'allais dire depuis ça. C'est le produit même du 8 mai 45. Il est né à partir du traumatisme donc du 8 mai 45. Voilà qu'un étranger, donc un certain Razali, qui venait nous donner des ordres pour ne pas l'enterrer dans la terre de ses ancêtres. Et c'est très grave. Fard Chouda a été par la suite complètement exécuté après avoir été malmené au plan idéologique, au plan des débats, au plan social. Et je pense que l'Algérie aurait pu faire l'économie, mais malheureusement, il faut aller dans le cas qui s'est passé. Deuxième cas aussi, c'est très grave. Vous savez que je suis membre du collectif de défense de toutes les victimes donc, de ce système politique qui dure depuis maintenant 2 ans. Il y a en ce moment, depuis une quinzaine de journées, l'arrestation de 22 jeunes au niveau d'Alger. Ils sont en grève depuis 2 semaines, en grève de la faim. Parmi eux, des étudiants auxquels on vient de briser, en tout cas au moins momentanément, leur carrière estudiantine. Et voilà que la justice, c'est-à-dire avait prononcé en toute froideur, comme un monstre froid, donc des mandats de dépôt contre ces jeunes qui ont été, non pas arrêtés lors du Hirak, donc lors des marches du vendredi, mais franchement, ils étaient arrêtés de manière sporadique au niveau d'Alger, c'était au niveau d'un restaurant, ou au niveau de la librairie, ou au moment même où ils faisaient des photocopies, etc. Donc voilà où est-ce qu'on en est avec la justice algérienne. Et pour revenir brièvement à ce que je voulais dire, est-ce que la justice est réellement au service du justiciable?
Alors, commençons par le commencement, par les concepts, par la clarification des concepts. Si l'état de droit est synonyme de justice, au service du justiciable, il faut dire que l'État algérien est tout sauf de droit. C'est que la justice n'est jamais que le miroir du système. C'est que la justice n'est jamais que le miroir du système dans lequel elle évolue. Et d'ailleurs, quand je disais 2 ans, pour être très juste, en fait, ce qui vient de se passer durant ces 2 dernières années, parce qu'on peut remonter très loin dans l'histoire de l'Algérie. Et quand on remonte très loin dans l'histoire de l'Algérie, le constat que l'on peut faire, c'est que l'indépendance de la justice a été problématique dès le départ. Pourquoi elle a été problématique? Parce que d'une part, le système juridique en vigueur, tant pendant la période coloniale, pendant le domaine d'indépendance, n'accepte pas l'existence d'un pouvoir judiciaire. Ceci d'une part. Et d'autre part, c'est que beaucoup, j'allais dire diverses interférences, entraves politiques, c'est-à-dire diverses interférences ont fait que, notamment quand je parle d'interférences, les entraves politiques, le magistrat algérien était forcément, pour reprendre, je dis ce que disait la Constitution de 1976, était forcément un militant de la révolution socialiste, et qui était au service donc de la légalité de la révolution. Et avec la fin de ce système, donc du parti unique de la Constitution de 89, il va sans dire que le magistrat algérien, que le juge algérien n'a pas pu recouvrer sa mission régulatrice, légale, naturelle, pour faire respecter simplement la légalité. Donc il en a connu diverses entraves statutaires, comme il en a vécu, il en a subi, des entraves, des pressions, des interférences, et qui ont empêché l'indépendance du juge algérien dans l'accomplissement de sa mission juridictionnelle. Je citerai pour ce cas, pour dire que finalement, à travers l'histoire de l'Algérie, en 1963, juste quelques infos et j'aurai fini, la Constitution de 1963 avait énuméré 3 articles où il parlait pas du pouvoir judiciaire, pas de la fonction judiciaire, mais comme étant, il parlait uniquement de la justice. Donc aucune valorisation de l'appareil judiciaire. Il parlait de la justice, même pas en tant qu'appareil. Ça, ceci en 1963. En 1976, avec celle de 1963, on peut parler parce qu'elle n'a pas connu, c'est-à-dire qu'elle n'en a vécu que 40 jours. Donc, elle était gelée à l'issue de la guerre des frontières. Et puis, en 1965, il y a eu le coup d'État. Et on est resté sans constitution, donc avec une mini-constitution, ce que les constitutions appellent une petite constitution, jusqu'en 1976. Et en 1976, effectivement, la justice comme appareil était considérée comme une simple fonction. C'est simple fonction, comme toute d'ailleurs, comme la fonction exécutive, comme la fonction parlementaire, et il était d'ailleurs classé en 3e lieu après la fonction exécutive, le parlementaire, puis la justice. Et le juge, ou la justice, à l'époque, était considéré comme étant simple fonction au service de la révolution socialiste. Il a fallu attendre 1989, donc dans l'euphorie, dans le sillage d'octobre 88, quand il y a eu la réforme de la Constitution, où on avait pour une fois, en tout cas, reconnu et consacré, je le dirais entre guillemets, formellement, la séparation des pouvoirs. Donc on ne parlait pas de séparation de l'indépendance, on parlait de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais l'indépendance du pouvoir judiciaire a été très vite battu en brèche. Il est vrai, on avait connu une petite parenthèse, 89, c'était l'adoption avec février 89, 90, il y a eu comme promulgation d'une loi qui octroyait suffisamment, je vais dire suffisamment, il en manquait encore suffisamment de compétences et d'attributions, notamment au Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il ne suffit pas de proclamer dans le texte constitutionnel l'indépendance de la justice si on ne donne pas les moyens à ce pouvoir de les exercer ou d'accomplir ses propres attributions et compétences au pouvoir. Mais, je disais entre guillemets, dans 1991, il y avait un CSM, plus ou moins relativement indépendant, même s'il était toujours sous la présidence du chef de l'État, donc du président de la République. Très vite, la parenthèse d'octobre 88 était mise
entre parenthèses, il a fallu attendre 1996 et notamment la dernière révision du 1er novembre 2020. Et ce qui voudrait dire, je dirais, même si le texte constitutionnel est clair en la matière, ils ont fait du pouvoir judiciaire formellement un pouvoir indépendant, il se trouve que dans la réalité, dans l'épreuve de la réalité, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que ce CSM, ce Conseil supérieur de la magistrature, d'ailleurs très craint par les magistrats, très craint pourquoi il en est devenu, au lieu d'un instrument de régulation de la machine, de l'appareil judiciaire, il s'est transformé avec la promulgation de la loi de 2004, du temps donc de l'important Bouteflika, comme étant un simple conseil supérieur entre les mains de l'exécutif et qui était pratiquement dépourvu de toutes les compétences, de tous les pouvoirs et de tous les moyens. Pour preuve, la chancellerie, le ministère était mieux représenté que les magistrats eux-mêmes au sein de ce conseil supérieur. C'est ce qui fait qu'on ne lui donne pas, et d'ailleurs, de l'indépendance, il remet même en cause, ce principe d'indépendance du fait que le CSM, Zik Nirfi, dans 1976, au moins c'est clairement assumé, c'est une fonction au service de la révolution socialiste, alors que la loi était claire, le texte constitutionnel, il dit que le juge est indépendant et obéit à la loi. D'ailleurs, obéit à la loi, selon vous connaissez tous le professeur Mahiou, le brillant professeur Mahiou, qu'est-ce qu'il disait? Il n'a qu'on a rajouté le mot loi pour éviter que les juges, qui sont de formation arabisante, et qui sont idéologiquement très orientés, ne se permettent, ne s'autorisent de larges interprétations de la loi. Donc il fallait en rajouter loi. Même s'il était indépendant, mais il devrait obéir à la légalité, c'est-à-dire à la loi, au texte législatif. Il devrait se contenter de l'application de la loi. Et c'est ce qui fait que ce rajout était intéressant. Sauf que la loi sur le CSM, sur le Conseil supérieur de la magistrature, avait dépourvu, il est contradictoire, il avait dépourvu, il avait vidé de sa substance l'exécutif. Les juges le craignent parce qu'il en est devenu comme étant un organe pratiquement de discipline. C'est comme un conseil de discipline. Et c'est ce qui a fait que les magistrats n'ont pas les moyens, n'ont pas eu les moyens nécessaires pour accomplir ou pour exercer leur mission en toute indépendance. Ceci dit, on ne doit pas blâmer tous les magistrats. Moi, M. Domanella, ça nous fait plaisir de le voir, comme étant un ancien détenu de la première ligue algérienne des droits de l'homme. Il se rappelle le courage d'un magistrat. Et pourtant, on était encore en 84, même au tribunal de Tizi Ouzou, qui avait requis, c'était sa mission de requérir, il avait dit, moi c'est un fax, c'est même pas un telex, parce que les fax n'existaient pas encore, il avait dit, contre Maître Aït Larbi, Saïd Saadi, Khilan Belchikhoun, les fiches qui étaient arrêtés en 84, il avait dit, voilà le réquisitoire du ministère de la Justice. C'est Mohamed Aïssi, Allah yarhamou. D'ailleurs, il est resté 2 mois à peine, il est décédé d'un arrêt cardiaque, je pense suite aux pressions qu'il en avait subi, parce qu'il y avait même dans la rue de Tefsout une rue quasi clandestine qui lui avait rendu hommage, où il était dit, d'ailleurs, je pense le titre, comme ça je me rappelle de mémoire, la mort d'un procureur ou l'agonie d'un système. C'est un système qui agonie toujours, mais qui est là. Oui, juste pour corriger, il a ajouté, vous avez la chance d'être du bon côté de... Moi, je suis ligoté. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour rendre hommage à des magistrats qui se battent et qui continuent de se battre. Souvent, la question m'a été posée dans les médias par certains journalistes. Pourquoi parfois, par exemple, cette contradiction de décision? Il y a des décisions parfois qui sont prometteuses, qui sont saluées, etc. D'autres, je dis par rapport, cela relève de la compétence, de l'intégrité du magistrat qui est là pour servir le droit et non pour servir un système. Et depuis d'ailleurs 62, au-delà des textes, je disais, on passait d'un texte à un autre, au-delà, il faut dire que la justice a été souvent instrumentalisée pour faire taire
toute voix discordante ou toute velléité de l'opposition. On s'en rappelle, le procès de Hussein Tahmoud en 1963, lorsqu'on avait requis contre lui la peine capitale, et lorsqu'on avait retenu contre lui la peine capitale, j'allais dire qu'il était plus chanceux puisqu'il a eu les moyens de quitter et de fuir la prison, alors que le colonel Charbani, un des plus jeunes colonels, âgé à peine de 27 ans, a été exécuté au lendemain de sa condamnation par le tribunal militaire. Vous vous rappelez la polémique autour justement de son exécution il y a 3 ou 4 ans de cela. Donc Cheikh Ibn Jdid voulait s'en laver les mains en disant moi j'ai fait partie de... Mais le chef de l'État nous avait promis de le gracier. Condamnez-le, j'ai le gracier, alors que le lendemain a été assassiné. Donc c'est dire que la justice a été souvent malmenée, et l'histoire retiendra. Un certain nombre de condamnations durant les années 60 contre d'anciens opposants et d'anciens militants nationalistes, comme Slimane Amirat, comme le Hafir et tant d'autres. Et puis la même machine a été mise en branle les années 80 contre les militants donc, de la question amazigh, l'identité amazigh, puis en 85 contre les militants des droits de l'homme, en 88 avec le soulèvement d'octobre 88, et ça continue avec les mêmes chefs d'inculpation qui étaient aussi iniques qu'approximatifs, et d'ailleurs souvent, on a tendance à l'oublier, ces mêmes chefs d'inculpation sont du copier-coller des chefs d'inculpation que la législation coloniale avait introduit durant les années 50, notamment en 1956, contre les nationalistes algériens. C'est que la justice algérienne ne veut même pas se libérer de ce scorie. Eux qui nous chantent souvent, dès que nous sommes indépendants, nous avons battu une armée coloniale. Oui, nous l'avions battue, mais ce n'est pas ceux qui ont hérité du pouvoir, ceux qui nous ont volé, ou ceux qui nous ont détourné notre indépendance, comme le disait Farhat Abbas, l'indépendance confisquée. Alors, juste 2 mots, j'en ai fini. Voilà, qu'est-ce qui le mal ou les mots qui rongent la justice algérienne? L'état des lieux clair. Je reprendrai une expression qui n'est pas de moi, de notre aîné, c'est Miloud Brahimi, qui disait que la justice algérienne a été souvent malmenée et caractérisée par 3 mots essentiels. Ils sont d'égale intensité. 1. La corruption. 2. Le trafic d'influence, ou ce qu'il appelle l'instrumentalisation, comme je viens de l'expliquer. 3. L'incompétence. Aujourd'hui, aucun doute. C'est-à-dire, aucun doute, c'est que, à mesure que l'État se délite, la corruption s'étend à tout l'appareil judiciaire. Pas seulement d'ailleurs, elle touche tous les domaines de la vie publique. Et lorsque je dis, malheureusement, par rapport à la justice, c'est qu'elle touche les magistrats, comme elle touche aussi les avocats et les autres auxiliaires de justice confondus. Et il est permis de dire qu'aujourd'hui, que les décisions rendues au nom du peuple algérien sont souvent mises aux enchères. Sont un rempart contre justement ces fléaux. Et ce mal est particulièrement ravageur parce qu'il est perçu dans les médias, par la société, comme étant parfois une prime pour le riche au détriment du pauvre. Évidemment, personne n'est dupe. La justice est instruite de nettoyer souvent les écuries d'Ogias. On l'a vu avec le procès d'anciens chefs, d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, etc., que tout le monde sait. Mais La bavette. Donc on va passer au 2e volume de la rencontre qui est les médias sous le regard des droits de l'homme. D'abord, bonjour à tous. D'abord, je suis encore plus honoré que vous, maître, d'être ici, d'être avec vous, parce que les avocats ont fait un travail tellement important qu'on ne peut même pas le décrire. Et j'ai même envie de vous dire, vous ne pouvez pas comprendre, mais en signe de manière tout à fait amicale, parce que le fait d'être défendu par beaucoup d'avocats qui ont cru en nous, qui ont cru en notre innocence, qui ont cru en la justice du combat,
que nous menions, pour ma part, le combat pour la liberté de la presse. C'est pour ça que ma gratitude et mes remerciements pour les avocats n'ont pas de limite. Je veux aussi remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans toutes les villes d'Algérie, sans exception. Votre soutien aussi n'a pas de prix. Et je disais souvent que moi, dans ma cellule, franchement, je dormais tranquillement parce que je savais qu'il y avait toutes ces personnes qui étaient avec moi et qui me soutenaient, contrairement peut-être au procureur général ou au juge qui, je suis sûr que eux, la nuit, ne dormaient pas bien pour avoir pris une décision après un coup de téléphone. Donc moi, franchement, je suis fier de votre soutien à tous. Et je suis même prêt à faire une tournée nationale dans toutes les villes pour remercier tous ceux qui ont cru en notre innocence et qui ont cru en notre volonté de faire du journalisme en toute liberté. Parce qu'en fait, quelle était notre faute à nous? Notre tort, c'est pas d'avoir voulu faire de la politique, c'est pas d'avoir voulu faire de l'opposition. Notre seul tort, c'est d'avoir voulu travailler de manière libre, transparente et neutre. C'était ça. Moi, dans les interrogatoires que j'ai subis et que d'autres journalistes ont subis, on m'a toujours reproché ça. Ça veut dire, pourquoi tu filmes, pourquoi tu publies, pourquoi tu montres ces pancartes et ces slogans. Et ma réponse était toujours la même. Je suis un journaliste indépendant et je resterai un journaliste indépendant, jusque la fameuse interpellation du 9 février où on m'a dit que la prochaine étape, ce serait la justice. Et je me rappelle d'une phrase qui m'avait été dite par un officier supérieur qui m'avait dit, ce jour-là, tu veux aller en prison, devenir célèbre et avoir des prix? Ok. Donc on peut dire qu'un mois avant, je savais quel serait le scénario. Donc j'ai été prévenu, c'est un peu de ma faute. Et donc c'est ça qu'on nous reprochait. Parce que pour les services de sécurité, c'est pas normal de dire à un journaliste ne fait plus ça, il continue à le faire. Donc pour eux, il y a quelque chose qui cloche pour les services de sécurité. On doit contrôler la presse, on doit contrôler le journaliste, il doit faire ce qu'on lui demande de faire. Et s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, eh bien, vous savez ce qui se passe, ça peut être les pressions, ça peut être la justice, ça peut être la prison. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire que nous, pourquoi nous étions heureux de voir le Hirak? Pourquoi nous étions heureux de voir ces millions d'Algériens sortir dans la rue? Parce qu'on pensait que le Hirak allait nous libérer. Je parle pour nous, les journalistes. Bien sûr, libérer le peuple, libérer la parole, etc. Mais on pensait que nous aussi, ça allait nous libérer, qu'on pourrait travailler avec plus de liberté. Eh bien, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Parce que le pouvoir, en voulant maîtriser le Hirak et l'arrêter, a commencé par contrôler la presse. Contrôler ces journalistes qui avaient le courage de couvrir jour après jour les manifestations, les slogans, etc. Donc nous avons payé un prix lourd, il y a eu beaucoup de journalistes en prison, je pense à Abdelmounjir Khaladi, à Sofia Marrakchi, à Adel Azabchir, à Abdelkrim Zerilej, Monsef Aït Qassi, il y a eu aussi Saïd Boudour, qui a vécu un enfer en étant loin de sa famille pendant 1 an et demi. Il y a eu aussi le drame de Mustafa Benjama qui est à Annaba, qui est sans doute l'un des journalistes les plus poursuivis par la justice en Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier, les journalistes qui travaillent dans les villes éloignées, je considère qu'ils sont beaucoup plus victimes que nous, parce qu'ils sont loin des regards, loin des rédactions algéroises, loin des médias, loin des correspondants, comme ce qui se passe aujourd'hui pour notre confrère Rabah Karesh. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un journaliste en prison. Ça, c'est un drame. Aujourd'hui, le 24 avril 2021, il y a un journaliste en prison. Il s'appelle Rabah Karesh. Il est en prison pour avoir fait son travail de journaliste. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est à Tamanrasset. Il passe aujourd'hui sa 5e nuit en cellule pour avoir travaillé librement sur la ville de Tamanrasset pour ne pas avoir cédé aux pressions des décideurs locaux. Donc lui a décidé d'écrire, il se retrouve en prison. Nous sommes en train de se mobiliser pour lui dans le collectif Sma'na. Nous avons fait un communiqué pour dénoncer son emprisonnement. Nous comptions organiser un rassemblement dans les prochains jours et je viens d'apprendre que le journal Liberté, donc le journal pour lequel travaille Rabah Karesh, va aussi organiser un sit-in dimanche
J'espère que nous serons tous là-bas avec lui pour le soutenir, pour qu'il soit libéré le plus vite possible, parce que là, nous attendons la décision de la chambre d'accusation de la cour de Tamanrasset qui doit plancher sur sur l'appel du mandat de dépôt. Et voilà, et on espère qu'il sera libéré. Donc, moi, je n'ai pas toute la carrière de Maître Sahed. Moi, je suis journaliste depuis juste 15 ans, même si ça paraît beaucoup, 15 ans, un peu et beaucoup. Mais j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de médias, que ce soit public, privé, mais mon objectif et mon rôle a toujours été de vouloir rester libre, quel que soit le média dans lequel on travaille. Moi, j'ai été libre à Dzaïr TV, qui est la chaîne d'Ali Habdel. Moi, j'ai été libre à la radio, qui est la radio publique, certains diront la radio d'État. Là où j'ai travaillé, je pense qu'il faut laisser son empreinte. Et là où ça commence à se serrer, là où on commence à nous dire de ne pas faire ça, je pense qu'il faut avoir le courage de quitter. Malheureusement, c'est ça le problème en Algérie, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes que je respecte, mais qui se considèrent plus être fonctionnaires que journalistes, qui se considèrent plus être employés que journalistes. C'est la réalité. Aujourd'hui, les journalistes se mobilisent beaucoup plus pour leurs droits socio-professionnels que pour la liberté de la presse, qui est normalement notre but, c'est de se battre pour notre liberté, pour la liberté d'écrire, pour la liberté d'informer de manière crédible, honnête et indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, les journalistes attendent leur salaire à la fin du mois et ils se contentent de ça. Ce n'est pas cette idée que j'ai du journalisme et ce n'est pas cette idée pour laquelle je me suis battu depuis tant d'années. Et le Hirak nous a aidés un peu à travailler. Au début, c'était très difficile. C'était difficile parce qu'il y a toujours un slogan qui revient dans le Hirak. C'est un slogan totalement légitime. C'est Yassahafa Yashiyatim. Parce que les gens sont traumatisés par la presse et par les médias algériens. Et ils ont raison. Le 22 février 2019, lorsque le Hirak a commencé, les grandes chaînes, Shorouk, Nahad, Bilad, Adjoua, ont reçu des instructions pour ne pas montrer les images. Et c'est vrai, au début de la journée de ce vendredi, ils n'ont pas montré d'images. Mais après, ça ne pouvait plus durer. Il y avait des millions d'Algériens dans la rue, il fallait montrer des images. Alors ils ont montré des images en disant que c'était des manifestations pour le changement et les réformes, en changeant les slogans, etc. Donc il y a toujours eu cette défiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas les médias et n'aiment pas les journalistes. Parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils considèrent que ce sont des gens qui leur ont menti, qui continuent à leur mentir et qui vont continuer encore à leur mentir. C'est triste de le dire. C'est triste de le dire qu'aujourd'hui, il y a encore des médias et des journalistes qui ont choisi de ne pas être du côté du peuple. On me pose souvent la question de dire, voilà, Khaled, tu es journaliste ou militant? Il faut choisir. Alors moi, honnêtement, je suis passé par les deux phases. J'ai connu par le passé, heureusement que c'est le passé, ma phase de non, un journaliste ne doit pas être un militant, il doit travailler en toute neutralité et impartialité. Oui, ça c'est possible au Danemark. En Suisse, c'est possible. Dans les pays démocratiques où la liberté de la presse existe. Oui, si j'étais journaliste et moi en Suisse, je ne serais d'aucun parti. Je ferai mon travail de manière neutre. On ne peut pas être un journaliste neutre en Algérie. C'est quoi être journaliste neutre en Algérie? C'est de ne pas choisir entre le peuple et le système? On ne peut pas. Moi, j'entends les journalistes dire « moi, je suis ni avec le régime, ni avec le Hirak ». Ça veut dire si on n'est ni avec le régime, ni avec le Hirak, c'est qu'on n'est pas avec le peuple. Et moi, je considère que cette impartialité, elle est négative, elle est mauvaise et elle est même dangereuse. Elle est dangereuse parce que nous avons un rôle à jouer en tant que journaliste, c'est de nous battre pour la parole libre et de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis quelques mois. Moi je suis fier de mes collègues journalistes libres, comme on dit Sahafi Hor. Je ne suis pas le seul, il y en a tellement, il y en a bien sûr beaucoup moins qu'ils ne devraient l'être, comme pour les avocats qui défendent les détenus. Ils sont 200, 300 pour 40 000 ou je ne sais pas combien d'avocats en Algérie, c'est une minorité absolue, et c'est la même chose pour la presse. Nous sommes aujourd'hui une minorité absolue de ceux qui ont choisi d'être du côté du peuple, d'être du côté de la justice, d'être du côté de l'indépendance. Il y a cette polémique sur le slogan « Istiqlal »,
On veut l'istiqlal al-Rahli. Voilà, la première partie. Et la deuxième partie, l'istiqlal. Il y a beaucoup de gens qui montent au créneau pour dire que ce slogan est une insulte pour les martyrs ou de considération pour les shuhada. Bien au contraire, c'est une colère de voir que l'Algérie que l'on voulait construire n'est pas celle des shuhada et n'est pas celle des martyrs. Et c'est la même chose. Moi, je suis fier quand j'entends Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, qui m'a beaucoup soutenu depuis le premier jour, dire que l'Algérie pour laquelle s'est battu son père, l'Algérie pour laquelle s'est battu Maurice Audin, c'est pas celle qui met les journalistes en prison. L'Algérie pour laquelle s'est battu Maurice Audin n'est pas celle qui met les détenus d'opinion en prison. Moi, je me rappelle d'une conférence qu'on avait faite à Paris en 2019 en soutien aux détenus d'opinion. Et Pierre Audin est venu avec le drapeau algérien porté sur sa veste. Et il me disait, je ne pourrais pas, il me disait, ici en France, on me laisse porter le drapeau algérien. Alors qu'en Algérie, à l'époque, on ne laissait pas les gens porter l'emblème amazigh. Et hier, c'est pire. Hier, sous mes yeux, je voyais des policiers saisir l'emblème national. C'est-à-dire l'emblème de tous les Algériens, l'emblème qui nous rassemble tous. Eh bien, on le saisit aujourd'hui comme on le faisait avant 62, lorsque les forces coloniales, c'est très violent ce que je dis, c'est violent, mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne veux pas comparer la police algérienne à la police française parce qu'il y a des hommes et des femmes d'honneur dans la police algérienne. Mais ça me rappelle cette scène où on saisissait le drapeau algérien et ça a commencé à partir de mai 45 où on commençait à saisir le drapeau algérien. Et pour l'histoire aussi, c'est que mardi dernier, lors de la manifestation des étudiants, on saisissait même les feuilles blanches. On saisit les feuilles blanches pour pas qu'au cours de la manifestation, les étudiants ou les manifestants en écrivent des slogans. Donc ne venez pas avec des feuilles blanches mardi ou vendredi à Alger.